Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Campagne de commercialisation de l'arachide. Début raté selon certains producteurs. Les opérateurs invisibles, les acteurs interpellent l'État. L'État du Sénégal a voulu lever 25 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA, mais n'a pas été recalé. Précision du ministère des Finances et du Budget. L'opération, selon les autorités, a été annulée. La Biennale de l'art africain contemporain continue d'attirer du monde. Les expositions prennent fin ce 7 décembre. Si certains visiteurs sont fascinés par les œuvres, d'autres restent sur leur faim. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le Sénégal sur la liste grise des pays membres du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA, mais le pays est en train de faire des efforts pour sortir de cette liste grise selon les responsables de cette structure. Muntaga Kane et Mamadou Ba. Préserver les États membres de l'effondrement des services sociaux de base fait partie des objectifs du GIABA, qui est une institution spécialisée de la CEDEAO. Pour y parvenir, il est question de procéder à cette revue stratégique de la performance des 10 États. D'abord, c'est d'évaluer la performance de nos États membres lors du deuxième cycle des évaluations mutuelles, cycle qui a duré pratiquement 10 ans. Nous allons voir ensemble et faire l'état des lieux de nos faiblesses et de nos défis. Le deuxième objectif, c'est de voir quels sont les changements qui ont été apportés lors de ce deuxième cycle et voir comment mieux démarrer le troisième cycle. Sur la base des lacunes qui seront identifiées, travailler là-dessus pour améliorer nos dispositifs. Le troisième objectif, c'est de mettre ensemble quelques points d'action ici lors de cet atelier. Et une fois de retour dans leurs pays respectifs, les États membres vont élaborer un plan d'action pour pouvoir mieux faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. Le dernier point, bien sûr, c'est de partager des expériences. À l'issue de son rapport d'évaluation mutuelle, le Sénégal a su en profiter pour se bonifier. Que le Sénégal est l'un des pays les plus productifs, le pays qui est bien doté en ressources et qui a l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers. Ces efforts devront lui permettre de sortir de la liste grise. Je voudrais féliciter le Sénégal pour les efforts déployés pour pouvoir sortir de cette liste grise, mais surtout demander le pays à pérenniser ses efforts dans le cadre du prochain cycle des évaluations mutuelles. Pour qu'un pays soit logé dans la liste grise, il fallait qu'il y ait une économie ayant une taille de 5 milliards de dollars américains. Mais aujourd'hui, il faut avoir seulement 10 millions de dollars pour y être logé, s'il ne remplit pas les conditions requises. Faux départ pour la campagne de commercialisation de l'arachide. Les opérations n'ont pas démarré ce matin à cause des opérateurs qui ont fait faux bond. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire général des producteurs du bassin arachidier, Cher Tidiane Sissé, qui est tout sauf rassuré. Il est joint par Antoine Diouf. Les opérateurs ont fait faux bond parce que moi, je ne trouve aucun point qui est en marche et que je pense que nous l'avions tout dit parce qu'un point de collectage nécessite vraiment beaucoup de choses à mettre à disposition parce qu'il y a les palissades, il y a le bascule, il y a plusieurs, mais il y a énormément d'argent qu'il faut avoir et que les commercialisations d'antan ne sont pas les commercialisations d'aujourd'hui parce que le président ne peut pas déposer ses graines, attendre des mois et attendre des jours et ou au mois pour ne pas recevoir son argent. Et ensuite de ça, je pense que aussi le problème fondamental là où ça va, le bas blesse, parce que le paysan il va du sable, mais aussi avec ce sable là aussi, on dépose ça sur du sable. Est-ce que
purée est prêt à recevoir tous ces sables-là. Donc, il y a énormément de choses qui font que moi, je suis vraiment trop pessimiste pour que vraiment cette campagne se déroule sur des bonnes auspices. Quel appel vous lancez aux autorités? En tout cas, moi, je suis trop inquiet et que je pense que ça serait très difficile pour faire un appel parce que quand on laisse ça aux juges, c'est clair que ça ne va pas marcher. Mais aussi, quelle est la formule qu'il faut prendre? Moi, vraiment, je ne donne pas ma langue, mais c'est extrêmement difficile. Donc, ils n'ont qu'à chercher, mais c'est sûr qu'il faut venir avec beaucoup d'argent, des camions itinérants, et puis pas de point de collecte, itinérance, et puis ils vont acheter ce qu'il y en a. Mais sinon, ça ne va pas marcher. Je le disais en titre, le ministère du Finance et du Budget dément les allégations publiées par un journal de la place qui indique d'une levée de fonds sur le marché régional avait été infructueuse. Le ministère précise d'ailleurs que cette levée de fonds a été prévue, mais elle a été annulée d'après le communiqué. Donc le ministère doit traduire en justice les auteurs de cette information. Anta Guindoy nous fait la lecture de ce communiqué. Le ministère des Finances et du Budget dément formellement une supposée levée de fonds sur le marché financier régional prétendument infructueuse. L'information a été publiée par un quotidien local, puis relayée par la presse en ligne, la radio et les réseaux sociaux. Le ministère du Finances et du Budget précise qu'effectivement, une émission était prévue pour le 29 novembre 2024. Cependant, la mobilisation du 15 novembre 2024 d'un montant de près de 92 milliards a couvert les prévisions initiales de 25 milliards de francs CFA. Cette mobilisation significative, combinée à d'autres financements externes, a permis de renforcer la situation de trésorerie et d'annuler l'émission initialement envisagée pour le 29 novembre 2024. Le communiqué parvenu à notre rédaction rappelle que les interventions du Sénégal sur le marché régional des titres publics s'appuient sur un calendrier prévisionnel transmis à l'agence UEMOA Titres au mois de février 2024. Ce calendrier qui par la suite est communiqué aux investisseurs est purement indicatif. Le ministère des Finances et du Budget met en garde les acteurs et complices de la campagne de désinformation et se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre eux. Mois de septembre, ils n'ont pas reçu leur argent. C'est suite à la tentative de dissolution de cette institution. Ils demandent au président de la République de les rétablir dans leurs droits. Voici Samba Ndong, il est leur porte-parole. Je propose de l'écouter. Le Haut Conseil, au nombre de 150, des pères et mères de famille, avec toutes les charges et obligations, sont restés depuis le mois de septembre sans indemnité représentant leur salaire. Cet étouffement prononcé est à l'origine peut-être du blocage de l'institution et pire, le blocage de nos indemnités et salaires. Nous voulons donc informer l'opinion nationale et internationale du tort fait à l'institution et à ses conseillers qui ne sont en rien responsables de la situation découlant de la seule décision du président de la République. Or, celui-ci est le garant des institutions et le bon fonctionnement de notre République. Tant que celles-ci ne sont pas dissoutes, c'est le serment qu'il a prononcé devant l'opinion nationale et internationale qu'il devait honorer. C'est fort de tout cela que nous, hauts conseillers, rappelons que le Haut Conseil des collectivités territoriales est une institution de la République composée de membres ayant droit. Ces droits, nous les réclamons solennellement parce qu'étant un dû. Nous ne commandons pas, nous ne mendions pas. Le salaire est un droit acquis. Nous avons un mandat de 5 ans qui doit être honoré parce qu'en réalité, le Sénégal est une république. Pour la bonne marche des institutions et le respect de l'état de droit, nous demandons au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de nous rétablir dans nos droits. Lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole à Ziguinchor. Les autorités sanitaires incitent les parents à faire un suivi de la vaccination des enfants et participer ainsi à la lutte contre ces maladies. Hassan Ba et Daouda Sambo.
Après le CM de Kagit dans la commune de Niassia, c'est le CM d'Enampor qui a accueilli cette cérémonie symbolique de levée des couleurs. Cet événement a pour objectif d'inculquer aux enfants les valeurs de citoyenneté, de respect du drapeau et de l'hymne national, selon le responsable de l'établissement. La posture qu'on doit avoir, tous ces symboles incarnent la République. Et c'est une posture que l'on doit avoir devant la République en tant que républicain. Et c'est un enseignement qu'on donne aux enfants. Et parce que ça doit être au-delà d'aujourd'hui et même avant aujourd'hui, c'est une tradition qu'il faut instaurer dans les établissements pour que chaque matin, les enfants disent salut au drapeau national. Président de la cérémonie, le sous-préfet de Niassia a rappelé les gestes à adopter lors de la levée des couleurs nationales. Cette cérémonie nous permet de rappeler l'un des symboles de la République, à savoir le drapeau national du Sénégal. Nous avons rappelé à l'ensemble des élèves ainsi que les parents d'élèves, quand on lève le drapeau du Sénégal, tout citoyen sénégalais doit rester debout, immobile, fixe et face au drapeau jusqu'à la fin de l'action. Ce que les élèves ont compris, donc c'était un bref rappel. À cette occasion, les autorités ont également lancé la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole destinée aux enfants de 9 mois à 15 ans. Auparavant, la vaccination aidait les enfants à se protéger contre les différentes maladies du PV, raison pour laquelle le Sénégal a initié cette campagne de vaccination pour aider la population à prévenir les maladies. Face aux réticences concernant les vaccins, le sous-préfet de Niassia a souligné qu'un travail de sensibilisation avait été effectué dans la zone pour informer les parents de l'importance de vacciner leurs enfants. Les maires sont en train de jouer un rôle important, les Badjanogok sont en train de, ainsi que les relais que les ICP ont choisis, qui vont sillonner l'ensemble des villages pour sensibiliser les populations contre ces maladies telles que la rougeole et la rubéole. Comme vous le savez, donc, ce sont des maladies qui commencent à revenir. La cérémonie a réuni des autorités administratives et locales de l'arrondissement de Niassia, ainsi que le commandant de la brigade mixte de Ziguinchor, le conservateur des aires marines protégées de Ifowal Kaza Bandial et une forte délégation des ASP de Ziguinchor. Hassan Ba, la société GCO veut créer plus de 500 emplois. C'est dans le cadre d'un projet à fort impact sociétal à Louga. La structure veut initier des actions de développement durable axées sur la diversification économique, le renforcement de la résilience environnementale et la réduction des inégalités au sein des communautés. Louga, Mam Abdou Bodjon et Dibiso. Au-delà de l'activité minière pratiquée dans la région de Louga, GCO compte mettre en œuvre un projet à fort impact sociétal dont l'objectif sera la diversification économique, le renforcement de la résilience environnementale des communautés et la réduction des inégalités. Ousmane Goudjabi, chargé de la mise en œuvre du projet. GCO, au-delà de l'activité minière, comme les projets BION le définissent, c'est-à-dire que Eramet toujours anticipe et prend de l'avance par rapport à toutes les initiatives qui sont dans le sens de renforcer, au-delà de notre RSE classique, de nos activités minières qui vont s'appuyer sur 3 leviers essentiellement. C'est-à-dire que le premier levier, c'est d'abord le renforcement de capacités. Deuxième levier, c'est l'accès au marché. Et troisième levier, ce sera la réduction des inégalités. Après une étude participative avec les communautés, le projet va intervenir dans les secteurs d'activité porteurs d'emplois tels que l'agriculture, l'élevage et la pêche. L'objectif principal des projets BION, ce sera ce qu'on appelle la diversification économique, mais aussi de renforcer la résilience environnementale des communautés. Mais en même temps de réduire parfaitement les inégalités qui se trouvent au droit des communautés en s'appuyant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ces 3 leviers qui sont le renforcement de capacités, l'accès au marché et l'accès au financement. Lancé en octobre, ce projet dont la durabilité est de 4 ans compte accompagner la politique Vision 2050 mise en place par l'actuel gouvernement à travers la création d'emplois et cela va au-delà de ces activités de RSE classiques. Donc le projet BION, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est au-delà de nos activités classiques de RSE et au-delà aussi quand la mine va partir, GCO et Eramet veulent laisser une empreinte dans la zone
de la concession minière où nous sommes déjà passés. Les communes de Djokul, Kabgui et Tchep vont bénéficier de ce projet avec 60% de jeunes et 60% de femmes visées dans la région de Louga. À Nioro, les populations réclament la désalinisation du Bobolon. C'est pour mieux exploiter les terres. Ils ont exprimé leurs préoccupations par rapport au développement dans le département. Le chef du bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics promet que des solutions vont être apportées dans le cadre de la mise en œuvre du référentiel Sénégal 2050. Voici l'âge Mounirou Ndiaye, ministre conseiller, chef du bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics. Il est interrogé par Sekou Diallo et Assoumaï. C'est en réponse à une demande du chef de l'État qui a dit qu'un projet, ça se défend et que des actions, ça se vulgarise. Je pense que c'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour échanger sur le référentiel parce qu'il nous faudrait parvenir à faire de ce référentiel-là un document que s'approprie chaque Sénégalais, chaque citoyen sénégalais. Et il y a 3 échéances fondamentales. Vous avez horizon 2050, 25 ans. Vous avez horizon le master plan 2024-2034 qui se passe sur 10 ans. Et vous avez donc le plan d'action quinquennal sur 4 ans. L'agriculture et l'agroalimentaire en tant que premier pilier, en tant que premier moteur, cela dit beaucoup de choses. On a vu que également dans le débat, il est sorti que Nioro a un grand potentiel agro-industriel, avec vraiment un potentiel hydrographique très élevé. Bon, c'est vrai que des problèmes ont été annoncés par les participants, notamment la salinisation qui avance dans la zone. Mais Nioro est donc au cœur d'un pôle, le pôle centre. Et Nioro, je pense que sera le pilier de base de ce pôle-là. Et c'est tout ce potentiel agro-industriel. Tout à l'heure, vous avez entendu un intervenant dire que plus de 200 000 tonnes de riz blanc pourront être produites à Nioro. Et vous avez la place de l'autosuffisance en riz dans le nouveau projet. Ouais, donc vraiment, c'est une zone sur laquelle donc, le gouvernement a beaucoup d'objectifs. Lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, des priorités des nouvelles autorités. La direction de la bonne gouvernance a entamé d'ailleurs la rédaction d'une stratégie de la transparence et des gestions publiques. À Touba, le directeur de la bonne gouvernance a rencontré le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. C'est pour solliciter des prières pour la bonne marche du projet. Alassane Gueye, directeur de la bonne gouvernance, est au micro de Gorandaklo et de Tchernofay. Notre présence est motivée par les ordres du président de la République, après la rédaction du programme, après la rédaction donc, du programme pour 25 ans. Nous, la direction de la promotion de la bonne gouvernance, sous l'autorité du ministre Ousmane Diagne, on a décidé de faire une rédaction, une stratégie nationale de la bonne gouvernance. Cette stratégie nationale de la bonne gouvernance vise à promouvoir la lutte contre la corruption, mais surtout la transparence. Comme vous le savez, le président de la République est très motivé à lutter contre la corruption. C'est pourquoi aujourd'hui, on est là, mais aussi on va faire tous les foyers religieux et chaque foyer va désigner un représentant qui sera là avec nous pour la rédaction de la stratégie nationale de la bonne gouvernance, mais aussi avec la société civile et les communicateurs traditionnels. C'est pourquoi aujourd'hui, on a entretenu avec le khalife général des Mourides. Il nous a bénis, il est content, mais aussi il va donc sélectionner quelqu'un qui sera avec nous pendant la rédaction de cette stratégie. Le référentiel, c'est un baobab, et le baobab, les racines, c'est la bonne gouvernance. C'est pourquoi nous, on a pensé, après la rédaction du référentiel, nous aussi d'accompagner ce référentiel par une rédaction d'une stratégie d'une bonne gouvernance. Préparatif du Gamou de Keur Momar Sarr, prévu pour le 14 décembre prochain. Le comité local de développement a soulevé le besoin pour la réussite de l'organisation de cet événement. Toutes les dispositions ont été prises pour donc, le bon déroulement de ce rendez-vous. Alioune Faye est membre du comité d'organisation et au micro de Mme Abdou Bodian.
À la suite de cette rencontre, les différents services étaient présents et que la rencontre a été présidée par le sous-préfet de Keur Massar. Ce qui a été retenu, les chefs de service ont donné leur engagement pour que vraiment le Gamou se déroule dans de très bonnes conditions. En ce qui concerne l'eau, la CNO a proposé à ce que 2 bacs ou bien 2 bâches à eau soient installées ici dans les quartiers périphériques et que peut-être le débit sera augmenté pour qu'il n'y ait pas de manque d'eau durant le Gamou de Keur Massar. Vous avez évoqué aussi le problème de désenclavement, l'acte qui est un peu difficile au niveau de Keur Massar. Oui, si vous constatez, la route de Keur Massar est en train d'être construite. Donc nécessairement, il y aura des agréments. Donc nous avons demandé à M. le sous-préfet de se rapprocher auprès de l'AGEROUTE pour que des facilitations soient faites, pour que vraiment la circulation soit fluide. Côté électricité et la santé aussi, vous avez en tout cas émis des souhaits. Oui, comme le président de l'organisation et l'imam l'ont évoqué durant la rencontre, nous constatons à chaque fois que durant les 2 jours de Gamou, il y a un faible débit du réseau. Donc nous avons demandé à M. le sous-préfet de se rapprocher aux côtés des autorités compétentes pour augmenter le débit des différents réseaux téléphoniques. Très bien. Et en ce qui concerne le manque d'eau au niveau de Keur Massar? Bon, le manque d'eau, c'est peut-être les quartiers périphériques. Mais machallah, les quartiers qui sont aux alentours de la mosquée, pratiquement, il n'y a pas de manque d'eau. C'est pourquoi la CNO a proposé à ce que des bâches à eau et un camion citerne sera disponible pour alimenter ces quartiers. Et puis en culture, la Biennale de Dakar va fermer ses portes le 7 décembre prochain. Les différents sites qui abritent les expositions continuent de recevoir du monde des avis divers quant à la qualité des œuvres exposées. Koumbasé. La Biennale de l'art africain contemporain va fermer ses portes. Cependant, les citoyens de nationalités différentes continuent les visites. D'après moi, il y a de l'art au Sénégal. Il y a de l'art et il y a des choses vraiment magnifiques. On apprécie parce que d'habitude, nous les Sénégalais, nous n'avons pas la tendance à donner de l'importance à l'art. Et là, on se rend compte qu'il y a du talent au Sénégal. Il y a du talent. Je faisais de l'art. J'aime l'art et tout. Et tout ce qui a la solitude concerne l'art. Et j'adore bien la solitude et tout. À part ça, si on est là pour prendre des photos et tout, c'est pour immortaliser les moments, pour en avoir des souvenirs. On peut dire que ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. C'est ça. Merci beaucoup. Olof, vas-y. Cet artiste est déçu de n'avoir pas trouvé des œuvres qui parlent d'immigration. Bon voilà, donc je cherchais quelque chose et c'est très important qu'on prête attention à un phénomène qui existe au Sénégal. Je suis venu visiter le pavillon du Sénégal, mais je n'ai pas vu une exposition sur l'immigration clandestine. Il devait y avoir un message écrit ou quoi que ce soit là concernant. Il y a une influence par rapport à l'année passée parce que l'année passée il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas de visiteurs. Sénégal, surprendre. Donc je vois qu'actuellement peut-être on les a bien prévenus. Véronique Amimeng est une passionnée d'art qui est venue découvrir les expositions. Et ce qui m'a amenée ici, principalement, c'est parce que je suis amoureuse d'abord de l'art. Je voulais aussi découvrir ce qui se cache en fait. Genre, à travers le dessin, quel message voulait-il transmettre aux jeunes? Bon, vu que nous sommes dans une période où les Africains se réveillent, alors je voulais juste savoir si c'était le même cas aussi pour les artistes. Et à travers ces dessins, j'ai vu beaucoup de choses. À travers ces dessins, j'ai vu aussi énormément. J'ai remarqué aussi qu'il voulait aussi faire transmettre énormément de messages. J'admets vraiment que quand je suis venue ici, je me suis sentie dans mon cadre, quoi. Parce que quand je suis venue, j'ai vu. La Biennale de l'art africain contemporain semble intéresser plus d'un. Cependant, les visiteurs ont des centres d'intérêt différents.
Hors de chez nous, en France, après la censure du gouvernement de Michel Barnier, Emmanuel Macron annonce la nomination dans les prochains jours d'un nouveau Premier ministre qui pourra rassembler toute la classe politique. Un projet de loi spécial de finances sera d'ailleurs déposé à l'Assemblée nationale d'ici fin septembre. Le président français a également dénoncé l'attitude de l'opposition après donc la motion de censure déposée contre le gouvernement de Michel Barnier. Je vous propose de suivre l'extrait du discours. C'est d'ailleurs cet élément qui me fend cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.